Non, la Ligue des Nations, c'est nul. Encore une compétition qui surcharge les calendriers. De toute façon, ce titre-là, il vaut rien. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais depuis hier soir, je change mon fusil d'épaule et finalement, pas si mal que ça, cette Ligue des Nations. Et oui, l'équipe de France de Magic Mike s'est qualifiée au bout d'une séance de tir au but à rebondissement et ça sera évidemment notre sujet à la une de cette heure de débrief sport du week-end. Mais on n'oubliera pas les amoureux de sport mécanique et on reviendra sur la démonstration de McLaren au Grand Prix de Shanghai et de la grosse tuile de Ferrari qui a vu ses deux pilotes disqualifiés après la course. Certaines choses ne changeront jamais dans le sport automobile, on dirait bien. Et enfin, on terminera comme chaque semaine avec l'élection du MVP de la semaine et de sacrés noms qui vont se disputer le Graal des sportifs de haut niveau ce lundi. Mais avant tout ça, vous commencez à en avoir l'habitude. On commence ce débrief avec la loose de la semaine qui, encore une fois, m'a brisé le cœur. On est le lundi 24 mars 2025. Bienvenue dans ce débrief de la semaine du Poteau Sport Club, le podcast des amoureux de tous les sports. On envoie le petit générique, on accueille Gros Joe et on est parti. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Et marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien. Et oui, on accueille Gros Joe, forcément, comme tous les lundis. Vous commencez à en avoir habitude sur toutes les plateformes audio, aussi sur YouTube, mais depuis quelques semaines, on est sur toutes les plateformes audio. Voilà, je tenais à le préciser. Avant d'accueillir mon ref, mon meilleur pote, Johnny, comment ça va? Passer un bon week-end, des bons événements sportifs ce week-end, on s'est régalé? Eh ben, ça va super, et toi? Au top. Quelques petites déceptions sportives, quelques belles réussites. Donc voilà, un week-end Avec, mi-figue, mi-raisin, mais qui s'est bien terminé. Avec ton exigence, ça m'étonne pas. Ah oui, j'ai un éternel insatisfait, tu me connais. Qu'est-ce que t'as maté cette semaine? Ce week-end, surtout l'équipe de France, évidemment, avec cette superbe remontada hier, dont on va parler en large, en long, en large et en travers. J'ai regardé un peu de biathlon. Et là, je te jure, vraiment, c'est vraiment la dernière fois que je t'en parle de biathlon parce que la saison est finie. Donc, t'es tranquille jusqu'au mois de décembre prochain. La saison est terminée. Et puis, sinon, voilà, on a vu, malheureusement, on prie pour le maintien de notre club catalan de Perpignan en top 14. Mais ça commence à devenir sacrément compliqué. Ouais. Et toi? Pareil, les deux matchs de la France, la deuxième mi-temps de Toulon-USAP. Et à la base, j'allais mater que le combat de Morgan Charrière et j'ai fini par mater toute la carte principale. Et là, on parle du UFC évidemment, avec l'UFC London qui a eu lieu ce week-end. Alors, c'était pas oui, c'était à Londres, mais c'était pas un UFC London numéroté. Ouais, voilà, c'était pas un UFC numéroté, mais oui, c'était un peu comme l'UFC Paris, bien sûr. Mais moins clinquant que les années précédentes. L'UFC London ou comparé à Paris, tu veux dire? Non, l'UFC London en lui-même, d'habitude, il y a Thomas Spinal et tout, enfin forcément, tu vois. Donc un peu moins clinquant, quoi. Mais franchement, carte principale, au final, il y a eu des gros combats. Ouais, on parlera de ça vers la fin de l'émission, mais on va commencer par la loose de la semaine, je pense. Ouais. Alors moi, j'avais noté, alors je pense que t'as peut-être les mêmes, je pense que t'en as même une qui va être dans la loose de la semaine. Moi, j'avais noté Ferrari. Ouais, forcément. Mais bon, on va en reparler et putain, je vais écorcher son nom parce que voilà, je suis fidèle à moi-même. Lou Jean Monod, évidemment. Voilà, j'allais dire Jean Monod. Oh là là, sacrilège. Non, mais ouais, évidemment, c'est celle que j'avais. Tu connais ma passion du biathlon et c'est la loose de la semaine que j'ai choisie ce week-end avec l'épilogue de la saison de biathlon qui se déroulait ce week-end à Oslo avec la distribution des globes de cristal qui récompense les vainqueurs de la saison régulière de Coupe du Monde. Et chez les femmes, la française Lou Jean Monod et l'allemande Franziska Preuss étaient les deux dernières en lice pour remporter la victoire finale. Et elles vont se livrer un duel qui sera épique jusqu'au bout puisque les deux femmes sortent ensemble du dernier tir de la saison. Et donc toute la saison, tout le titre va se jouer sur la dernière boucle en ski de la dernière course de l'année. Donc c'est vraiment... c'est quasiment jamais arrivé, je crois, dans toute mon expérience que j'ai dans le biathlon, j'ai jamais vu ça. C'est une série Netflix, quoi. C'est une série Netflix, voilà. C'était un scénario d'Hollywood. Et on aura un duel
Pardon, Vas-y. je te coupe, mais c'est Verstappen, Hamilton, Abu Dhabi 2021. C'est un peu quoi. ça, c'est un peu ça. Et un duel, mais qui va jouer un peu plus à la régulière. Un duel au couteau avec une Française qui est censée être plus rapide sur les skis que sa rivale, mais un peu prise par l'enjeu. Elle n'arrive pas à se libérer complètement. Et dans l'un des derniers virages de la course, qu'elle veut prendre trop serré, c'est le drame et la chute pour Lou Jean Monod qui voit l'Allemande s'envoler vers le titre et ses espoirs de premier gros globe de cristal avec elle. Image terrible à la fin de la Française qui s'écroule en larmes après la ligne d'arrivée, consolée par toutes les autres concurrentes, toutes les autres skieuses, y compris l'Allemande tout juste titrée elle-même qui ne voulait pas d'une fin pareille et qui au final n'a même pas tant célébré que ça son titre. Que voilà, c'est quand même énorme pour elle de remporter ce gros globe de cristal. Bah, loose validé. Hein. Ah ouais, là, je pense qu'on peut pas faire pire. Et même la France, l'équipe de France qui au début voulait se porter réclamation parce que peut-être que l'Allemande aurait pu tasser un peu Lou Jean Monod dans le dernier virage, mais ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'elle n'y était pour rien et que c'était plus une erreur de Lou Jean Monod. Terrible. Honnêtement, je l'ai suivi toute la saison, je l'ai kiffé bien, elle était cool comme meuf et tout, et puis ouais, c'était un peu dur à voir et Ça fait mal au cœur. Exactement. Ah oui, quand on s'attache à des sportifs ou des sportives, d'autant plus français, ben ouais, c'est carrément surtout quand t'échoues au pied du mur, littéralement, qu'au dernier virage, à la dernière ligne droite, c'est d'une frustration insoutenable. Ouais, mais c'est ça. Et puis comme tu le dis, en plus c'est des athlètes, tu vois, biathlon, c'est pas des superstars, tu sais, c'est des mecs qui sont quand même qui ont les pieds sur terre, qui sont pas déconnectés. Tu t'identifies vraiment à eux. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que c'était ma pote quoi, au final à la fin. Et puis terrible de l'avoir. Puis même quand tu vois tous les consultants, la réaction de tous les présentateurs et tout sur Eurosport, tu sens la proximité presque avec tous ces athlètes quoi. Bien sûr. On va rester dans le sport français. La vitrine du sport français, ce qui rayonne le plus dans le monde, le football. Donc on va parler des deux matchs qu'on a eu face à la Croatie. Donc Croatie-France à Split et France-Croatie au Stade de France, qui devient un peu, ça l'a toujours été un petit peu, mais une entraîne quand même de l'équipe de France. Hein. Bah depuis la Coupe du Monde 98, c'est chez nous. Voilà, c'est ça. Défaite 2-0 à Split, donc c'était jeudi soir. Et victoire hier 2-0 qui va jusqu'en prolongation, puis au tir au but. Et, moi je trouvais ça dommage, enfin non c'est pas dommage, c'est normal, mais au final on pourrait quand même aller au tir au but direct. Tu sais, on est en plein milieu de la saison, compétition, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'aime bien la prolongation et tout. Ouais, après ça fait, je trouve parce que ça je fait me suis endormi alors que je dis ça. Oh là là, ouais, non mais oui c'est sûr que si tu t'endors, bah toi, t'es passé directement au penalty en fait. Exactement, ouais. Voilà, tir au toi, but, tu les as pas vus là. Il confte. Mais non, après, moi, je trouve que ça fait vraiment petite compète de quartier, un peu comme la Coupe de France où au final, bah, ça laisse quand même beaucoup plus la place aux surprises, etc. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est match aller-retour, mais quand même sans prolongation. Je sais pas, moi j'aime bien, ça rajoute du drama. Du coup, quand tu vas au tir au but, tu les as vraiment mérités. Quand tu tires au but, là, tu peux vraiment pas le départager. Mais du coup, la Ligue des Nations, c'est l'Euro en fait. Ça y est, on va aller au bout là, on va gagner. Quoi. Si on gagne la Ligue des Nations, on est champion d'Europe pour moi. Comme on l'a été en 2022 ou 2021, l'Italie, ce faux titre à l'Euro là. Bref, non, c'était nous les champions d'Europe. Donc ouais, clairement là, si on gagne, on est champion d'Europe. Donc hier, franchement, un match plaisant. C'était un match beaucoup plus convaincant sur le les jour intentions et la de nuit jeu. entre les deux matchs. Ouais, avec un 11 de départ remanié, avec des titulaires différents, notamment Koné, Olise, je sais plus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut enfin tirer le trait sur Griezmann ou ça veut rien dire du tout? Est-ce que ça reste malgré tout des matchs amicaux? Hier, c'était pas du tout un match amical. Hein. C'est venu avec des intentions fermes de gagner le match ou du moins de rattraper ce non-match de jeudi, tu vois. Même si on avait gagné que 1-0 et on se qualifiait pas, avec ce qu'ils avaient montré, bon, allez, ok, tu vois, ok, on a montré autre chose. Ouais, donc, non, clairement. Après, juste pour revenir rapidement sur les deux matchs, tu l'as dit, jour et la nuit entre les deux, zéro intensité, une équipe coupée en deux avec les trois milieux défensifs et ces trois de devant qui
se trouvait pas quand tu avais vraiment deux parties de l'équipe. Et je trouvais la comparaison avec le collectif du PSG, que je vois beaucoup en ce moment, que forcément je vois beaucoup jouer, c'était dur, le contraste était assez compliqué devant ma télé. Et puis comme tu l'as dit, hein, jouer à Split dans un stade digne de l'ancienne Union soviétique, avec une pelouse dégueulasse, enfin voilà, pas facile non plus pour les joueurs, je pense, de rentrer avec le couteau entre les dents, mais ils sont clairement pas rentrés avec le bon état d'esprit sur le terrain, et au retour avec de bien meilleures intentions. Ah, c'était des le mecs jour et la nuit, hein. déterminés, même Mbappé qui gueule sur tout le monde, qui va chercher le public, tout ça. On a senti voilà, des mecs qui avaient envie de se trouver devant aussi, la connexion Dembouz Mbappé, je trouve. C'est ça. Ils se cherchent naturellement, Puis- etc. Et puis- on disait le facteur X, ouais. Bien Ouais, sûr. et puis dans l'engagement, je dis pas qu'il faut aller faire des fautes pour faire des fautes, mais tu sais, des fois, bah oui, il faut aller faire une faute, tu prends ton jaune, bah tu prends ton jaune, c'est comme ça. Mais mettre de l'engagement, empêcher l'autre de jouer, montrer que physiquement t'y es, voilà, imposer ta patte, imposer ton physique, imposer ton jeu, et d'autant plus à domicile. Moi, hier, je me suis régalé sur les dédoublements, sur... Tu t'es régalé jusqu'à la prolongation où t'as Ouais. piqué du nez, quoi. Ouais, clairement. clairement. Mais non, c'était super plaisant à voir. Mais Et en fait, j'ai préféré ce 11 de départ au 11 de départ Ah oui. de jeudi, forcément. mais quand quoi. tu mets tous ces ingrédients-là face à une Croatie qui a quasiment que des mecs de 40 ans, 35-40 ans, t'es forcément au-dessus avec l'effectif qu'on a. Et ouais, quand tu mets les ingrédients, bah voilà. Et je pense qu'on peut enchaîner sur le système. Je vais te laisser enchaîner. Et notamment la performance de Michael Olise. Mais la solution semble quand même assez évidente, sauf pour une personne. Et malheureusement, c'est lui qui décide. Donc voilà. Pour Deschamps. Ouais, oui. Ah bah oui, non mais clairement. Clairement. Bah, Enfin, en fait, Olise, moi, c'était quoi sa 6e sélection? Moi, jusqu'à présent, en équipe de France... Un peu déçu, ouais. Ouais, un peu demi-teinte, alors qu'au Bayern, il cartonne. Et hier, déjà, il fait un match de fou. Oh, et ce coup franc. Ouais. Oh Non, mais là là. Oh, ce coup franc léché. Alors, le mur est bien placé. Enfin, les joueurs de la France se placent bien sur le mur. Par contre, je trouve que le gardien croate, il fait n'importe quoi sur le placement de ce mur. Il se cache totalement le champ de vision. Et bon, mais le coup franc, il est incroyable. Ouais. Incroyable. Ah, clairement. Je sais pas si c'est vraiment le gardien croate qui fait une erreur, mais ouais, ce coup franc-là est magnifiquement bien frappé. Un peu à la Messi, je trouve, tu sais, un peu enroulé, pied gauche Ouais. comme ça, là, qui replonge Ouais, exactement. direct. Ah, Ouais. magnifique. Ça débloque C'était un le peu match. le seul en à plus. marquer des coups francs vraiment proches de la surface comme ça. Donc ouais, ça débloque le match. Et forcément, Olise, le facteur X. Tu l'as dit, hein, on parle du départ de Griezmann depuis 6 mois, 8 mois maintenant. Ouais, ça peut être un mec qui rentre dans la conversation pour le remplacer, comme d'autres, comme je sais pas, alors peut-être qu'ils sont pas prêts à être titulaires tout de suite en équipe de France, Doué, mais des mecs etc., comme ouais. Cherki, même Ah, ouais. Cherki à Cliouche, que moi j'aime bien. Ouais. Je pense qu'il peut avoir ce rôle-là, mais oui, en tout cas, il faut un mec qui ait ce rôle de numéro 10 qu'on avait perdu depuis le départ à la retraite de Griezmann, bien sûr. et arrêter avec ces 3 milieux défensifs, enfin ces 3 milieux qui ont un profil défensif. On l'a vu jeudi, t'as l'équipe qui est complètement coupée en deux, Ouais. t'as aucun lien entre l'attaque et le Surtout que milieu. jeudi, c'était schématiquement, c'était pas tout à fait ça, mais c'était limite 3-6 et 3-9. Ouais, c'est ça. C'était presque ça, donc ouais, compliqué en fait. Vous pouvez pas faire plus coupé en deux que le match de jeudi. Et là, on voit, tu mets 2 milieux, surtout contre la Croatie, où t'es quand même pas censé être très inquiété derrière. Écoute, tu mets 2 milieux solides, récupérateurs, relayeurs, comme on a fait avec Chouameni, Koné, comme on peut faire avec Chouameni, Rabiot, voilà. Ça, j'ai aucun souci, mais il faut un mec, il faut 4 joueurs offensifs devant, quoi. Autant de Chouameni que Koné, je trouve, ils sont assez complets comme milieu. Ils sont aussi bons en défense qu'en attaque. Ils savent se projeter, mais aussi être devant la défense. Donc ils sont hyper complémentaires. Quand il y en a un qui monte, il y en a un qui redescend et inversement. Donc je trouve ça super intéressant, quoi. Ouais, mais moi, le seul truc, tu me demandes si on peut oublier Griezmann. Si Dédé repart avec ce schéma-là pour le prochain match, ou peut-être que c'est la solution, mais malheureusement, moi, je fais peur qu'il revienne avec ses 3 milieux défensifs. Quand tu vas jouer l'Espagne, il va revenir sur ses principes et parce que là, il le fait parce qu'on est mené 2-0, parce qu'il y a un match retour à aller gagner, qu'on est obligé d'y aller, tu vois. Ouais, mais à chaque fois qu'il a un peu changé ses principes de jeu quand on était au pied du mur, à chaque fois ça a marché, quoi, quasiment. À chaque fois ça a fait mouche. Ouais, mais là, moi je pense justement on n'est pas au pied du mur. On a 2 ans de préparation avant la Coupe du Monde. Il va nous faire 2 ans où il va rien tenter comme il fait d'habitude.
Enfin, j'espère pas, mais c'est mon sentiment en tout cas. Je pense que c'est ce qui va se passer, quoi. Qui va rien tenter, qui va nous reconduire ces 3 milieux. Parce qu'en plus, hier, Rabiot, il joue pas parce qu'il est blessé, mais est-ce qu'il nous sort pas Olysée pour mettre un Rabiot hier si Rabiot est en forme? C'est probable, surtout que maintenant Rabiot, il s'assoit à côté de lui sur la photo. Tu l'as pas vu ça? Non. Non, tu l'as pas vu? Il revient de loin, le Duc. Hein. Oh là là, ben, en fait, sur la photo officielle qu'ils font à chaque rassemblement, t'as Mbappé d'un côté et avant, t'avais Griezmann. Et là, t'avais Rabiot à côté de Dédé. Donc, c'est pas. C'est son vice-capitaine presque. Quoi. Voilà, c'est pas anodin, quoi. C'est vraiment pas anodin. Donc, oui, mais maintenant que tu le dis, si Rabiot n'avait pas été blessé, à tout moment, il était titulaire et on avait peut-être la même soupe que jeudi dernier. Voilà, quoi. Et pas parce que c'est Rabiot, parce que le système aurait été celui qu'il est, quoi. Ah oui, hier tu me mets Rabiot à la place de Koné, j'ai aucun problème avec ça. Juste, je veux pas avoir un 3e milieu défensif. Enfin, jouer avec. Tu joues avec combien 7 joueurs de champ à vocation défensive. Bah, tu peux pas y arriver. Et quand t'es pas solide comme on l'a été pendant tout l'Euro défensivement. Bah ouais, c'est compliqué. Tu peux te prendre une douche froide comme on l'a fait contre la Croatie où on était vraiment mauvais derrière et où on s'est fait punir parce que devant t'avais rien quoi. Voilà. Donc après voilà, on remarque quand même malgré tout Théo Hernandez. J'adore Digne, mais c'est meilleur que Digne. Ouais. T'es sûr sur le match d'hier? Moi je l'ai pas non plus trouvé exceptionnel Théo. Hein. Moi justement je l'avais même mis dans mes flops de ce rassemblement, tu vois. D'accord, ok. Bon, on va en parler des tops et des flops. Et juste un mot sur Konaté qui est un peu moins bien là depuis quelques semaines. Moi, je l'ai dans mes flops, donc on pourra en parler plus tard. C'était pas plus bien. Bon, vas-y, tu sais quoi, viens, on fait les tops et les flops alors de la double confrontation. Et après, on se projette un petit peu sur l'Espagne. Bon, je pense qu'on a 2 tops où on est clairement d'accord. Hein. Les 2 buteurs. Ah, moi j'avais mis Michael Olysée et Mike Maignan sur cette double confrontation quand même. Magic Mike. Magic Mike. À la fin, ils m'ont fait rire Lizarazu et Morgoton. Quand Lizarazu il faisait Magic Mike et Morgoton, il fait je peux le dire. Allez, c'est celle-ci. Hein. Là, on a le droit de le dire. Là, Putain, il est tellement fort sur sa ligne dans cet exercice-là. Et je pense que les joueurs le savent, tu vois. Donc en plus, ils se mettent la pression clairement. Et c'est double effet disco, quoi. Et premier gardien de l'équipe de France à remporter 2 séances de tir au but ever, quoi. J'ai vu cette stat là. Putain, on en a chié pendant je sais pas combien d'années, pendant 2 décennies sur les séances de tir au but. Et là, on a un mec qui arrive et qui en gagne 2 de suite, ces 2 premières. Donc ça fait plaisir. Et puis ouais, comme tu dis, je pense que c'est un mec, quand tu arrives sur ce genre d'exercice au tir au but, il fait peur à l'adversaire. Le fait qu'il arrête le premier, ça met la pression derrière sur les tireurs suivants. Donc c'est vraiment un leader un peu plus vocal et qui prend un peu plus de place que le faisait Lloris. Même si j'adore Hugo Lloris, je pense que c'est quand même complètement différent dans le style de leadership, etc. que Mike Maignan. Donc je pense qu'on un gros plus. Même s'il est moins bien avec le Milan AC cette année, en équipe de France, il est vraiment loin devant tout le monde, même loin devant Chevalier qui fait une énorme saison. Oui. Après, c'est tout le Milan qui est moins bien aussi. Oui, c'est pas faux. C'est tout le Milan qui est moins bien. Écoute, pareil, au niveau des tops, même je dirais l'attaque en général, même Mbappé, je l'ai trouvé plutôt complet, incisif. Et encore une fois, il dézonnait vachement sur l'aile. Et je pense qu'en équipe de France, ça doit être son poste, être sur l'aile. Après, moi, ce que j'aime bien, là, c'est quand tu avais les 4 offensifs comme ça, où ça permettait beaucoup. Oui, c'est vrai que ça permettait beaucoup. Dembélé qui se retrouve en avant-centre et qui marque. Quand tu as les 4 comme ça, avec un Olysée un peu chef d'orchestre et tout, mais même Olysée, au final, se retrouvait sur un côté. Le deuxième but, il vient d'Olysée qui est sur un côté. Donc moi, cette attaque-là, avec 4 mecs qui permutent très souvent, qui viennent mettre le bordel, j'adore. Et puis pour en revenir vite fait à Mbappé, je l'ai pas mis dans mes tops, mais ouais, il était très attendu par tous les supporters de l'équipe de France, je pense, après les 2 rassemblements ratés de la fin d'année 2024. Ouais. Et après son Euro raté aussi. Et là, même s'il marque pas, je trouve que dans l'attitude, dans tout ça, il a été très bien. C'est dans ce sens-là que je le dis. Ouais. Aller chercher le public, il avait vraiment plus une attitude de capitaine, même avec ses partenaires. Alors que des fois il était reproché de limite tirer un peu la gueule sur le terrain. Donc très cool pour Mbappé aussi. Ouais.
Et Dembélé, franchement, il confirme son état de forme. Ok, il met un but qui est pas si simple que ça, mais ça c'est un vrai but d'avancante, quoi. Ouais, un vrai c'est but ça, d'attaquant, voilà. de mec Ça de prouve surface. qu'il est toujours bien placé, qu'il est impliqué. Franchement, le Dembélé, depuis le début de saison, il a passé un step de maturité. Il a pris 10 niveaux, quoi. Enfin, c'est plus le joueur de l'année dernière, encore moins celui du Barça. Et bon, et évidemment, moins que celui qu'il était quand il était à Rennes et à Dortmund. Mais bon, il était tout jeune. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans le game que tu te rends. C'est comme quand tu as un enfant ou un animal de compagnie que tu vois grandir au quotidien, tu t'en rends pas compte. Dembélé, c'est un peu pareil. Tellement longtemps il est là que tu le vois, tu l'as pas vraiment vu grandir. Ouais, mais là, il a une poussée de croissance fulgurante. Exactement, c'est ça, la barbe et tout, tu vois. Les couilles qui tombent. Voilà, non, c'est incroyable. Tu peux que l'aimer ce joueur en ce moment. C'est incroyable. Ouais, ça fait plaisir. Clairement. Mais l'attaque en général, en fait, je trouve que quand tu mets les quatre comme ça devant, t'as plus cette dépendance à Mbappé et tout ça qui pose problème. On l'a vu dès qu'il est un peu moins bien et tout. Là, on a Olysée qui marque, on a Olysée qui fait une passe D, on a Dembélé qui marque. Voilà, ça vient d'autres mecs et tout. Et ça, c'est hyper important dans une équipe de pas avoir juste la superstar qui va performer, quoi. Ouais. Et dernier. Vas-y. Ouais, non, mais du coup, j'allais parler de l'Espagne. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver de jouer l'Espagne. Finisse les tops et les flops d'abord. Ah après ouais, on fait l'Espagne. Ouais, vas-y, ouais. Moi, dans mon dernier top, j'avais quand même Upamecano. Ça contraste forcément. Ouais. Ah ouais, puis pour moi, il a fait le trou dans la course avec Konaté pour la deuxième place de titulaire en charnière centrale avec William Saliba. Ouais. Il était déjà titulaire à l'Euro et il a été très bon pour le coup. C'était une des rares satisfactions de cet Euro, c'était notre solidité défensive et notamment la charnière centrale. Et puis voilà, je pense que c'est le plus complémentaire avec Saliba qui même lui rend meilleur quand ils sont tous les deux parce qu'on voit sur le premier match, Konaté est très mauvais, mais Saliba fait pas non plus un bon match. Et il n'a pas l'assurance qu'il a quand il est avec Upamecano, quoi. Oui, clairement. Sur le deuxième match, moi, j'ai pas tant de flops que ça. Ce serait plutôt, sur le premier match au final. Mais on l'a dit, ce milieu, je dirais même Deschamps en flop au final. Ouais, c'est pas faux. Plus qu'un joueur en particulier, plutôt que taper sur un joueur en particulier. Moi, je trouve quand même que Konaté fait vraiment... pour faire le lien avec les tops, du coup... T'as le contraste avec Upamecano, il perd clairement des points face à Dayo Upamecano, quoi. Surtout qu'en championnat, en Ligue des Champions, c'est lui qui fait la boulette. La boulette. Ouais. Il défend assez mal sur le but de Paris. Donc plus ça, Pouvrette, c'est pas sa meilleure période. Pourtant, il faisait un super début de saison, donc c'est dommage pour lui. On verra. Deschamps, il est assez fidèle à ses hommes, mais bon, il sait être pragmatique aussi. Et Upamecano, Konaté, au final, les deux se tiennent. Ils étaient même ensemble sur certaines feuilles de match. Mais je pense que Saliba, sa place, elle est verrouillée jusqu'à nouvel ordre. Donc, Upamecano, peut-être a pris la place à Konaté. Ouais, moi, clairement, je pense que c'est vraiment fait maintenant. Le trou est fait. Et dans les derniers petits flops, alors, c'est pas un flop dans le sens où il fait des matchs immondes et il passe complètement au travers, mais je trouve que Barcola devant est quand même un ton en dessous des autres. Il est moins bien que l'année dernière. Ouais. Les places sont très chères, deviennent très chères en attaque de l'équipe de France avec tous ces mecs qui performent, les Dembélé, les Mbappé, Olysée, Doué, etc. Et j'ai peur qu'ils soient un peu ton en dessous. À l'image de ce que j'avais dit aussi pour avec le PSG, quoi. Quand il est sur le match contre Liverpool, je le trouvais un peu en dessous des autres devant, même un ton en dessous de l'image de l'équipe. Et ouais, comme tu le dis, cette saison, il avait très bien commencé, mais il commence à être moins bien depuis quelques temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on peut passer à l'Espagne. Et attends, on était quand même pas d'accord. Moi, j'avais juste dit, Hernandez quand même fait pas un super match. Bonne première mi-temps, mais derrière il s'écroule un peu et il rate son penalty, son tir au but. Mais peut-être que tu dormais à ce moment-là, c'est pour ça que tu penses que Hernandez a fait un très bon match. Non, parce que la séance de tir au but de penalty, comme tu veux, je l'ai maté. Okay. Bon, en fait, je sais pas quand je me suis endormi. Je pense que je me suis endormi un peu avant la 90e. Je me suis réveillé en les deux buts. Ouais, j'ai vu les deux buts. Je me suis réveillé en sursaut à la 112e, un truc comme ça. Je me suis lavé les dents, je me suis mis au lit et je me suis maté la séance.
Ah Et bah, j'avais une petite pointe hein, quand même. Une petite boule au ventre. J'étais là, ouais, la Ligue des Nations, j'ai envie qu'on passe quand même. ça. Mais oui, de ouf. Tu sais, je commençais à être dégoûté. J'étais là, vas-y, on aurait pu jouer l'Espagne en demi, ça aurait été mortel. Hein. Et là, vraiment, j'étais comme un ouf hier quand on a gagné au final. Donc, Ligue des Nations, pas si mal. Et ça Pas permet si mal, d'enchaîner avec la demi-finale. Mais un adversaire qu'on connaît bien. pas si mal si tu passes. Après, tu passes pas. Bon, je pense que tu pleures pas non plus. Mais après, je pense que c'est tout récent. Peut-être que d'ici 10-15 ans, la Ligue des Nations sera une compète à gagner absolument. Parce que c'est pas non plus une compète sur 4 semaines, c'est sur le long de l'année ou même sur 2 ans, non, non, sur l'année. Donc, tu sais, c'est un format un peu différent. Et vu qu'il y a quand même un système un calendrier, enfin, de confrontation directe, oui, peut-être que d'ici plusieurs années, ça sera une vraie ligne au palmarès de la gagner, quoi. Ouais, clairement. Honnêtement, comparé aux matchs amicaux qu'on avait avant et tout ça. Bah oui. Moi là, je me disais putain, ça y est, on est reparti pour 2 ans de matchs en bois pour les qualifications de la Coupe du Monde. Là, Au moins, t'as des vrais adversaires, quoi. Ouais, voilà. Puis là, attends, on se retrouve quand même en demi-finale. T'as Allemagne-Portugal d'un côté, France-Espagne de l'autre. T'as peut-être les 4 meilleures équipes d'Europe actuellement. Ouais. Moi, c'est des matchs qui me hype, je me dis vas-y, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Justement, moi je trouve que pour se préparer, même si c'est dans 2026, c'est dans 1 an et demi, pour se préparer à la Coupe du Monde, il n'y a rien de mieux que jouer l'Espagne. Après, moi je trouve qu'en début juin, je sais pas si c'est la meilleure période pour faire des matchs internationaux hors Coupe du Monde et Euro. Est-ce que les joueurs... La motivation, certainement, mais est-ce qu'ils auront quand même la caisse physique, le mental En sachant que les demi-finales sont 5 ou 6 jours après la finale de la Ligue des Champions. En plus. Finale de la Ligue des le 31 mai. Bah ouais. Vu que Paris y sera, on aura plein de joueurs de l'équipe de France qui seront gravés. Je l'ai dit. Oh là là. Tu sais qu'il fallait... Oh là là. Ça, c'était à moi de dire. C'était pas à toi. Ah bah là, t'as tout niqué, là. Aston Villa, ça y est, on passe à la trappe. Ah, mais peut-être pas. Mais en tout cas, vous la gagnez pas. Ça y est, c'est annoncé, vous la gagnez pas cette année. Putain, l'erreur de débutant. Ah bah ouais. Ah là là. Ah là là. C'est sorti tout seul. Ouais, bah excuse-moi, je me suis laissé emporter. J'ai voulu faire une petite blague et voilà. Et voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on disait l'Espagne, oui, il y aura rien de mieux pour se tester. Hein. Écoute, je pense que l'Espagne sera dans la même physionomie que nous. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs comme nous. Donc, il y aura d'un côté comme de l'autre. Enfin, en tout cas, si eux sont pas motivés et nous aussi, c'est moins et moins, ça fait plus. Je veux dire, l'état d'esprit sera le même des deux côtés, je pense. Ouais. Donc, et forcément, tu as de la fierté, même si c'est la fin de saison et que c'est que la Ligue des Nations, mais à voir si ça prend de l'ampleur, cette compétition. T'as pas envie de perdre. T'as pas envie de perdre face à l'Espagne, tout simplement. Ouais, clairement. En fait, moi, j'espère juste que Dédé, du coup, va se dire bon, allez, là, c'est le prendre comme de la préparation pour la Coupe du Monde. Enfin, et tenter des trucs et essayer de reconduire Olysée en 10 comme ça, dès le premier match. Pas parce qu'on est mené 2-0 après le match aller, tu vois. Donc, j'espère vraiment qu'on va voir ça. Et moi, pour moi, j'avais peur. Après le match de jeudi, je me disais, putain, mais est-ce qu'on va pas droit dans le mur pour la Coupe du Monde 2026, là, si on continue comme ça, tu vois. Moi, je me dis, ça peut être le petit déclic, cette remontada contre la Croatie, un peu le France-Ukraine qu'on avait eu avant la Coupe du Monde 2014. Certes, c'est une échelle différente et tout, mais ça peut être la pierre fondatrice aussi de cette nouvelle équipe de France, d'un Dédé qui revoit un peu ses principes, d'un Mbappé qui devient vraiment le vrai capitaine qu'on attend, et d'autres mecs qui se mettent en place, quoi. Pour les joueurs, oui, mais à Dédé de pas déconner, quoi, en fait. De pas revenir de nouveau sur ses principes, comme il fait à chaque fois. J'espère qu'on va pas avoir 2 ans là avec les mêmes soupes qu'on a avant les compétitions internationales où il nous ressort toujours les mêmes systèmes, toujours les mêmes mecs qui sont là depuis 5 ans à tester personne et tout, et du coup, à rester avec ces petits chouchous. J'espère vraiment qu'on va avoir qu'on va pas voir ça sur ces prochains mois et années jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Yes. Je crois qu'on a fait tour sur la trêve internationale, hein, comme on dit. On va passer à la Formule 1. Bah ouais, Grand Prix de Chine. Voilà, Grand Prix de Chine. Tu l'as vu en entier ? Ouais, bah écoute, moi je te dis, c'était la meilleure façon de commencer mon dimanche. Ouais, je trouve que top, c'est le meilleur horaire pour un Grand Prix, honnêtement. Ouais. Tu te lèves à 8h, ouais, carrément. Tu te fais ton petit café, tu te poses sous ton plaid, là, c'est royal, je trouve. Et quand ils sont aux États-Unis aussi, j'aime bien quand c'est le soir.
Ouais, en fait, pas en plein milieu du dimanche qui te coupe la journée, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Non, franchement, là, à 8h, c'était parfait, ouais. Comme tu dis, petit café, petit déj, tu sais, petit brunch et tout, là, t'es bien, quoi. Et c'était un Grand Prix plaisant. Un petit ventre mou au milieu du Grand Prix. Les écarts étaient un peu figés et tout, mais ouais, c'était un Grand Prix plaisant dans l'ensemble, ouais, je suis d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce Grand Prix? On a eu McLaren, la victoire de Piastri déjà, tout bonnement, hein, premièrement. Doublé même avec Norris. Russell sur le podium. On a Verstappen qui finit 4e. Et Ocon, suite à la disqualification des Ferrari. Ocon qui nous fait une belle 5e place. Donc ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, hein, Ferrari... qui nous refait du Ferrari 2022 ou 2022 là quand ils étaient un peu clownesques, qui avait avec, même comment il s'appelait, Mattia Binotto là. Ouais, Mattia Binotto qui avait même sur les réseaux ce mème là qui traînait où tu voyais le en clown. Voilà, ils sont sur le paddock et il y a des têtes de clown à la place des ingénieurs, etc. C'était un peu ça, quoi. Ouais. Bon, ce que je retiens moi quand même de ce Grand Prix, c'est McLaren trop fort. Je me demande même, alors ça fait que 2 courses, il peut se passer beaucoup de choses d'ici déjà dans 2 semaines, mais est-ce qu'on se dirigerait pas vers un duel Piastri-Norris fratricide pour le titre, quoi? Si déjà au moins il y a un duel interne, la saison elle sera déjà au moins réussie. Parce que quand Red Bull dominait, Verstappen dominait, en fait il était tout seul. Donc il n'y avait même pas de bataille interne, donc ce qui aseptisait un peu l'intérêt du championnat. McLaren est au-dessus et il se détache des autres écuries, mais au moins il y a une bataille interne. Franchement, ça sera agréable à suivre, quoi qu'il arrive. Si on se tape un Hamilton-Rosberg de 2016, je crois, ou je sais plus quand c'était. 2016, ouais. Où Rosberg... 2015. Ouais, voilà, mais où il y a une lutte entre les 2 pilotes Mercedes jusqu'à la fin pour le titre de champion du monde. Moi, ça me va, hein, mais après, c'est sûr que tu aimerais voir. Je pense que Verstappen, de toute façon, toutes les miettes que McLaren va laisser derrière, il sera là pour les aspirer. Ah, mais clairement. Et voilà, donc honnêtement, ça peut vraiment être une saison sympa si McLaren ne creuse pas trop l'écart en termes de performance de la voiture. Parce qu'on l'a vu quand même ce week-end, ils sont tous les deux assez loin devant jusqu'au problème de frein de Norris à la toute fin. Ça doit être terrifiant, ça d'ailleurs. T'es à 300 km/h, on te fait lâche l'accélérateur un peu plus tôt dans le virage parce que t'as plus de frein. Ok, on fait ça alors. Hein. Un tour de plus et Russell il passe devant. Hein. Ouais, clairement. Enfin, même pas, je pense, quelques virages de plus et Russell il passe devant. Ouais. Mais du coup, c'est comme tu dis, je pense qu'on peut avoir un duel fratricide et moi ça m'irait très bien. Ça rajoute même presque du drama dans le truc, je trouve. Alors, moi je pense que, comme tu as dit, Verstappen il en manquera pas une. Je pense malgré tout que autant Piastri que Norris, et pourtant Norris a un peu plus d'expérience. Je sais pas, je les sens légèrement un peu tendres. Ils sont moins tueurs qu'un Max Verstappen. Norris, moi je trouve que Piastri, je pense que Piastri il a plus l'étoffe d'un champion du monde que Norris. Après c'est personnel, c'est du ressenti personnel. Mais regarde, le mec, première pole en carrière, il a pas bronché, il gagne. À peine un sourire. Il gagne, on dirait que ça le fait chier. Alors je dis pas qu'il faut agir comme ça pour montrer que t'es un grand champion. Mais je sais pas, Piastri, je de sens sang-froid, quoi. Je sens qu'il a un truc qui fait que qui peut le faire. Alors que Norris, je sais pas, je sens qu'il peut comment on dit, mentalement il peut craquer. Il peut craquer à un moment. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un sentiment. Et après, non, honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Je me disais un peu la même chose. J'étais curieux de voir comment ils allaient se comporter une fois qu'ils seraient dans ce fauteuil un peu de favori et d'être du coup en course pour devenir champion du monde pour la première fois. Parce que même Norris, il fait des super courses la saison dernière et il rivalise avec Max, mais en sachant très bien que le championnat était déjà joué. Donc c'est pas la même approche mentale aussi. Ouais. Et écoute, là ils sont à une victoire chacun. On va voir sur le prochain, les 3-4 prochains Grands Prix s'il y a une hiérarchie qui se dégage. Mais s'ils continuent à être à égalité, McLaren, comme tu dis, il va y avoir, ça va être un problème de riche, certes, mais un problème pour McLaren, quoi, de dégager une hiérarchie. Qui on va, entre guillemets, avantager et qui va être le numéro 2.
Et voyant les deux loulous, à mon avis, il n'y en a pas un qui va lâcher le steak. Hein. Soit Norris ou Piastri, si on leur dit t'es numéro 2, ils vont faire ouais, je suis numéro 2. Mais en fait, non. Prochain Grand Prix, j'envoie l'autre dans le mur. Voilà, ça peut finir. Là, tout va bien encore. Ils ont gagné un Grand Prix chacun. Ils sont encore copains. Attention que ça vire pas à une petite saison 2016 Rosberg Hamilton, ouais, comme tu dis. Moi, je rêve de ça, honnêtement. Ah, pour le public, ça serait génial. Régal, hein. Ah, pour le public, ce serait génial. Mais ouais, ce dont j'ai peur, c'est qu'ils disent à Piastri, c'est ta 2e saison ou 3e saison en F1. Norris qui attend depuis un moment, qui est notre leader depuis 5, 6, 7 ans. On va lui donner la priorité, quoi. Ouais. Et ou alors, en général, quand t'as les deux pilotes comme ça qui se battent pour le titre, t'as toujours une décision qui est prise assez rapidement dans la saison, quoi. Ou alors faire un petit peu un remake de la saison, si je dis pas de bêtises, 2007 ou 2008, je sais plus, où McLaren est au top, Alonso, Hamilton, et au final, c'est Raikkonen qui gagne le championnat. Sur le dernier, c'est pas sur le dernier, non. C'est 2007. Sur le dernier Grand Prix que ça se joue, non? Ouais, c'est en plus sur le dernier Grand Prix, mais Alonso et Hamilton dominent la saison, toute la saison. Ils sont chez McLaren les deux, et c'est sur le dernier Grand Prix où je crois que Raikkonen rafle le titre de champion du monde de 1 point. Ouais, mais je confondais avec, tu sais, quand Massa perd le titre sur le dernier virage. Oui, c'est pas pareil. C'est Hamilton qui gagne là, ou c'est Hamilton qui gagne. Ouais, exactement. Avec McLaren justement. Ah bah moi, si on a un scénario comme ça avec trois pilotes qui jouent le titre sur le dernier Grand Prix, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est exceptionnel. Je sais pas, on va voir, on va être patient, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en tout cas, elle démarre bien cette saison de F1. Elle démarre bien pour McLaren, elle démarre un peu moins bien pour Ferrari. On en a parlé vite fait en intro de ce sujet, mais les deux pilotes disqualifiés après la course. J'ai pas trop suivi d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment de la malchance? C'est plus une erreur de Ferrari? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas si c'est de la malchance, parce qu'à ce niveau-là, les mecs, les ingénieurs, ils ont bac plus 24 et ils ont des ordis dans tous les sens. En gros, les voitures, elles étaient pas conformes à la fin du Grand Prix. De Leclerc, elle était en sous-poids de 1 kg. Donc en fait, à chaque fin de Grand Prix, les voitures doivent être pesées. Et celle de Leclerc était en sous-poids. Et celle d'Hamilton, il y avait une pièce de la voiture, je l'ai plus sous les yeux, mais qui était trop usée. Et du coup, elle était de 0,5 mm au-delà de la limite. Élimination, quoi. Et pour Gasly, à peu près pareil aussi. Je sais plus exactement. Bah ouais, c'est dur. C'est dur parce mais que tu peux pas laisser ce genre de détails au hasard quand t'es Ferrari et que tu joues la victoire dans le championnat. Mais quoi. C'était déjà arrivé la saison dernière. Alors je sais plus à quel pilote, mais ça m'étonnerait pas que ce soit déjà à Ferrari. Ah ouais, putain. Mais je m'en souviens plus. Mais c'était déjà arrivé à un pilote la saison dernière que la voiture était en sous-poids. Et on peut souligner aussi Adjar qui finit son Grand Prix. Tu vois quand même qu'il avait du mal, que ça tire quand même une F1, que c'est pas une F2, que tout talentueux qu'il est, ça se voyait qu'il avait pas le Grand Prix d'Australie dans les pattes et que c'était pas facile, quoi. C'est la première fois qu'il fait une course aussi longue aussi, parce que les courses dans les catégories inférieures sont bien plus courtes. Donc un Grand Prix comme ça dans une voiture aussi exigeante qu'une F1 et pendant presque 2 heures, ça tire et il faut clairement en prendre l'habitude. Mais super week-end pour Isaac Adjar. Hein. Entre les essais, il performe pas super bien pendant les essais, mais il fait une super qualif. Il part 7ème sur la grille. Il est à la bataille un peu dans les points pendant une bonne partie du Grand Prix. Et après, au final, il paye un peu la stratégie perdante de son équipe Racing Bulls. Lui et son coéquipier Yuki Tsunoda, qui a même été forcé d'abandonner, il me semble. Donc ouais. Mais très prometteur en tout cas, Adjar. Voilà pour la F1. Prochain Grand Prix du Japon. Donc c'est pas ce week-end. Petit mot sur Esteban Ocon quand même. Non? On en a parlé. Ouais, on en a parlé. Mais bon, 5ème, grosse perf dans une voiture il finit 7ème à la base, mais du coup, avec les disqualifications des Ferrari, il finit 5ème et c'est grosse perf, carrément. Il marque des gros points là, parce que c'est la lutte dans le milieu du classement, quoi, en gros, après les 3-4 grosses écuries qu'il y a, ça va être très serré entre Alpine, Haas, Racing Bulls, etc. Alpine qui est la seule écurie qui n'a pas marqué de points quand même. Ouais, terrible pour eux ces 2 week-ends. Gasly, même s'il a été éliminé, qui finit 2 fois 11ème
à une place des points, donc assez dur pour eux. Mais ouais, et moi c'est surtout leur deuxième pilote là, le Jack Doohan, qui m'interpelle un petit peu, qui a pas l'air d'être non plus un tueur dans la monoplace. Bah, déjà un peu mieux que Lawson. Ouais. Lawson, la fraude. Je sais pas si c'est une fraude, mais en tout cas, Red Bull fait rien pour l'aider, quoi. Franchement. Mais gros, quand tu regardes, donc Liam Lawson, deuxième pilote chez Red Bull, qui a beaucoup de mal dans la Red Bull, qui sous-performe. Je crois qu'il était même pas en Q3, en Q2 la semaine dernière, donc il part très loin sur la grille. Il finit 16 ou 17e, je crois, un truc comme ça, sur le Grand Prix. Et quand tu as Max à côté de ça qui fait 4e, forcément la comparaison est très dure. C'est terrible. Mais je pense, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas un pilote Red Bull à part Max qui a réussi dans cette voiture. Ouais. Donc est-ce que c'est. Sergio Pérez en soi, ça allait. Ouais, il a fait une saison, quoi. Après, c'était quand même terrible à la fin. Mais tu regardes Gasly, Albon, Daniel Ricciardo qui a eu du mal aussi. Enfin voilà, qui a eu du mal une fois que Verstappen était là. Ouais, sur son deuxième passage. Donc il y a quand même beaucoup de chances que ça soit aussi la voiture qui est très difficile à conduire et qui soit surtout faite sur mesure pour Max Verstappen, quoi. Ouais. On parle de Tsunoda, d'un transfert, d'une promotion chez Red Bull, et Lawson qui serait carrément dégagé. Rétrogradé. Même pas rétrogradé. Ah ouais, même pas chez Racing Bulls. Ouais, même pas chez Racing Bull, et faire venir l'Argentin là, qui était en pleine bourre l'année dernière, Colapinto. Ah oui, ok. Ouais. Mais attention parce qu'Alpine ils sont chauds de Colapinto aussi. Comment il s'appelle putain. Douane, le mec. Non, pas Douane, l'Italien là, le Antonelli. Le manager. Briatore, il est bouillant de Colapinto. Enfin, il est en bis avec lui, donc Alpine est chaud aussi de Colapinto. Puis ça t'ouvre le marché sud-américain, puis c'est une machine, quoi. Donc puis après il y a des bails que du coup si Colapinto il vient, il pourrait y avoir un GP en Argentine. Donc c'est des histoires de gros sous tout ça, mais bon, à voir. Mais juste pour finir là-dessus, quand même, Adjar qui lui-même, je crois, disait je préfère être dans la Racing Bulls aujourd'hui en termes d'apprentissage et tout ça que dans la Red Bull qui est très très difficile à conduire, même si peut-être que quand tu l'as en main, tu arrives à performer comme Max peut le faire, mais elle est apparemment, c'est un enfer à conduire, quoi. Non, mais clairement. Donc voilà. Un Grand Prix de Chine assez plaisant, McLaren au top, la tuile Ferrari et les Français, malgré figue mes raisins, on va dire. Malgré la victoire en course sprint d'Hamilton, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est la course du dimanche qui compte le plus au final. Mais Ferrari qui marque quelques points avec la victoire d'Hamilton sur le sprint. Bon, je te propose de passer à notre dernier sujet avant le sujet caché, pardon. Cassé. On va parler un peu de la bagarre, avec l'UFC Londres qui se déroulait ce samedi. On avait un Français qui combattait dans la catégorie poids plume face au local Nathaniel Wood, et malheureusement ça s'est pas très bien passé pour celui qu'on surnomme The Last Pirate, Morgan Charrière. Tu peux nous résumer un peu rapidement ce qui s'est passé sur ce combat? Toi, avant, tu voyais plutôt Morgan s'imposer, ou tu t'étais un peu déjà inquiet même avant le début du combat? Non, il y a un peu de chauvinisme aussi, donc moi je voyais quand même Morgan s'imposer. Les deux ont un niveau à peu près équivalent. Les deux sont comme on dit, des action fighters. Mais assez spectaculaires, quoi. Ouais, c'est spectaculaire. Ça n'empêche pas que c'est des bons combattants au sol, des bons lutteurs, etc. Enfin, qui sont assez complets, mais c'est surtout debout et avec des coups impressionnants et des KO impressionnants qui se démarquent. Et surtout que Morgan Charrière, il restait sur deux KO et deux bonus. Donc voilà, c'est impressionnant. Il avait gagné le dernier combat à l'UFC Paris. Il avait perdu sur décision celui d'avant. Ouais. Et puis voilà, carte principale de l'UFC Londres. Donc même contre un Anglais, je le voyais gagnant. Ouais, il faut donner du crédit à Wood, qui est un excellent combattant et qui au final a posé beaucoup de problèmes à Morgan, qui a su bien le contrer, et Morgan n'a pas su trouver les solutions. Au final, en regardant le combat,
Bah, je pense qu'il était au-dessus. Wood était au-dessus. Ouais. Bah, décision logique à la fin des juges, donc pas Oui, de oui, KO, non, le non. combat qui va jusqu'au bout et décision Non, unanime, victoire, Ouais, bien sûr. victoire Et en pour plus, Wood. il prend un petit. Pas un knockdown en premier round. Si, je crois Ouais, il prend un knockdown. Il se fait Donc, contrer sur voilà. un crochet du droit de Wood. Ouais. Donc il prend un knockdown au premier round et après les 2 autres rounds, il est au-dessus de pas beaucoup, hein, mais il est quand même au-dessus. Donc non, il y a victoire logique et méritée de Wood. Face à Charrière, il n'y a rien à dire. Et du coup, quelle suite pour The Last Pirate, ce qu'on vient de le dire, 2 défaites sur ces 3 derniers combats. Bah, ça sent la fin, ça sent Non, parce que l'UFC qui non. est très très rapide. Non. Je pense qu'ils vont lui redonner une autre chance, c'est sûr. Ça reste, comme j'ai dit, un combattant spectaculaire. Et il a quand même montré des bonnes choses. Donc, ils vont lui redonner sa chance contre un combattant de son niveau, je pense, ou du même niveau que Wood. Et à lui de prouver qu'il a sa place à l'UFC. Puis il a une grosse commu aussi sur les réseaux sociaux Voilà. et tout ça. Donc, c'est les trucs qui plaisent à l'UFC. Aussi de mecs qui, à côté de ça, il n'y a pas que le sportif, même si ça reste l'argument principal, il n'y a pas que ça qui compte non plus dans l'UFC. Bien sûr. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on va refermer cette petite page bagarre, mais voilà, on avait envie de donner des petites nouvelles de notre Français Morgan Charrière, malheureusement défait par Nathaniel Wood, et régional de l'étape. Il devait y avoir Oumar Sy sur cette carte, mais le combat a été annulé. Ouais. Mais j'ai vu qu'il avait été reprogrammé là, je crois que c'est en mai maintenant, contre le même adversaire, Alonso Menifield. Donc voilà, c'était juste un petit retard, un petit faux départ, mais rien de grave pour Oumar Sy. Voilà. Bon, alors tu m'as préparé un petit sujet caché. Ouais, petit sujet caché, c'est en référence au petit hommage qu'il y a eu pour Giroud à l'avant-match contre la Croatie. La question c'était, est-ce qu'on traite mal nos stars du sport en France, et notamment dans le foot? On peut penser à Griezmann qui est parti par la petite porte au final, quoi. Bah après, il devait y avoir un truc pour Griezmann aussi en même temps avec Giroud, mais c'est Griezmann qui aurait refusé l'invitation pour des problèmes d'emploi du temps apparemment, donc c'est ce qu'il a dit. Ou alors, est-ce que Griezmann n'est finalement pas totalement prêt à dire au revoir à l'équipe de France? C'est ça, bon, ma tu question. penses que c'est ça la question, hein? S'il n'a pas envie de faire ses adieux officiels aux supporters, au public, etc., ça ouvre peut-être la porte à un retour pour la Coupe du Monde, même si bon, je pense que c'est trop tard, mais pourquoi aussi, pas. ouais. Je sais pas le fin mot de cette histoire, mais c'est vrai que en tout cas avec l'équipe de France, on n'a pas eu des adieux. Voilà, je pense à Varane après la Coupe du Monde 2022, à Lloris aussi. Alors oui, on les a célébrés, etc. Mais c'est pas non plus. Bah oui, tu vois, c'est pas non plus extraordinaire. Et même, oui, bon, les JO, c'est vrai, mais c'était une parenthèse un peu enchantée, les JO. Je trouve que en général, dans le sport en France, par rapport à la culture américaine, on les met pas assez en avant, les sportifs. Même le sport n'est pas assez mis en avant. Ah, c'est pas faux. Ouais, c'est peut-être culturel aussi, où on n'est pas à faire tout un show autour de nos sportifs français. Je pense que la France en général est un peu moins un pays de sport que l'Angleterre, que les États-Unis, tu vois, même donc, l'Espagne, que l'Espagne, ouais. Donc forcément, ouais, c'est peut-être un peu moins ancré et ça serait bien que ça change. Tu vois, j'entendais, je sais plus qui sur RMC dire que c'était limite un manque de respect d'avoir fait les deux ensemble, tu vois, Giroud et Griezmann ensemble. Ça va, ils sont potes, ils ont fait la même. On va pas non plus faire un hommage tous les quarts d'heure à tous les mecs qui prennent leur retraite, quoi, au bout d'un moment. Oui. Non, mais moi c'était mais pour. Mais là, c'est vrai que Griezmann, Giroud, bon, ça pouvait être un peu plus. Plus de 130 sélections, en tout cas pas loin, champion du monde. Voilà quoi. Enfin, je trouve que c'est la moindre des choses de les honorer, quoi. Ouais, mais après, là, pour le coup, c'est Griezmann qui a refusé ok, mais j'avais pas du tout vu passer ça, ouais. J'avais pas du tout vu passer ça. Ok, bon, voilà, c'était juste au final pour toucher un mot. J'ai cru que quand t'as commencé à parler de la célébration de Giroud, j'ai cru que t'allais me lancer sur bon, alors est-ce que ça veut dire que Griezmann va revenir s'il revient pas là et tout. J'ai cru que ça allait être ça. Mais, on verra, on y reviendra, mais à un moment j'y ai cru. Mais j'y crois moyen, surtout après l'interview de Mbappé qui apparemment sous-entend qu'il y aurait une embrouille Grisou. Ah ouais, T'as pas vu? Bah, j'ai juste vu que lui il disait qu'avec Griezmann il s'entendait super bien, qu'il n'y avait pas de soucis, mais j'ai pas vu exactement ce qu'il a dit sur la relation avec Deschamps. C'est entre les lignes, c'est à lire entre les lignes. Ok.
Bon, bah écoute, je lirai entre les lignes alors, vu que tu veux pas me le dire. N'oublie pas de lire entre les lignes. Vas-y, ça marche. On va passer au MVP de la semaine, comme d'habitude pour finir l'émission. Alors j'ai noté quelques noms, j'imagine qu'on va en avoir en commun. Je te laisse commencer, je te donne les miens juste après. Allez, bah moi pour commencer, j'avais Perrine Lafont, championne du monde de ski de boss après une saison de pause en 2024. Okay. Donc une superbe saison de reprise qui l'a vu devenir championne du monde de ski de boss pour la 3e fois consécutive, et c'est la première skieuse à réussir cet exploit ever quoi. Et malheureusement elle s'est inclinée en quart de finale lors de l'épreuve parallèle quelques jours plus tard, mais voilà, quand même un titre de championne du monde cette semaine pour Perrine Lafont, la génie du ski de boss, qui revenait d'une trêve de 2 ans quoi. Ouais, et donc voilà, assez prometteur pour pourquoi pas aller chercher un nouveau titre olympique en 2026 à Milan-Cortina après celui de 2018. Ok. Donc c'est ma première propale. Ah c'est ok, t'as fait une petite hiérarchie en plus. Ouais, bah j'ai commencé. Allez, on va dire que j'ai commencé avec ceux que je pense être le moins favori. Après, ça va dépendre de ce que t'en penses, mais on monte crescendo, on va dire quoi. Okay. J'ai Félix Lebrun aussi qui remporte son premier titre de champion de France face au grand frère Alexis, triple tenant du titre. Pareil, tu l'avais aussi. Je l'avais aussi, ouais. Bon, 3e année de suite qui se joue en finale, mais première fois que Félix l'emporte. Donc voilà, on se souvient du match épique de l'année dernière avec Alexis qui monte sur la table, Félix en larmes à la fin et tout. Bah là, il a inversé les rôles. C'était aussi un gros match il sauve une balle de match, Félix Lebrun, face à son frère. Donc voilà, qui lui aussi est monté sur la table. Du coup, je crois que c'est leur petit truc maintenant quand il gagne. Il gagne, ça se chambre comme ça. Quoi. Ouais, voilà, c'était pour le chambrer. C'est à la base, c'est la célébration d'Alexis. Et il le dit en interview, il dit putain, c'est passé dans ma tête en un quart de seconde. Je me suis dit, mais est-ce que je le fais en mode ça se fait pas, tu vois? Mais au final, bam, il a fait. Bon, ça reste bon enfant. Ouais, puis quand c'est ton frère, ça va, tu t'es tellement chambré toute ta vie que tu peux y aller, quoi. C'est clair. Ma 3e propale, c'est Mathieu Van Der Poel. Le cycliste vainqueur de Milan-San Remo, un des 5 monuments du cyclisme, donc les classiques sur les courses d'un jour. Voilà, les courses les plus réputées, les plus prestigieuses du cyclisme. Et il l'a remporté au terme d'un combat épique face à l'ogre du cyclisme mondial actuel, Tadej Pogačar, qui a tenté de l'attaquer tout au long de la course sans réussir à décrocher Van Der Poel. Et avant de lâcher prise dans le final. Donc voilà, il remporte Milan-San Remo pour la 2e fois. C'est son 7e monument en tout. Et j'ai un petit quiz pour toi. Est-ce que tu peux me citer des autres monuments du cyclisme, les courses d'un jour, donc les plus prestigieuses? C'était quoi là la course? Là, c'était Milan-San Remo. Milan-San Remo, il y a Paris-Roubaix, non? Bien, la première, ouais, c'est ça. Il n'y en a pas une en Belgique? Si, il y en a 2 en Belgique même. Mais bon, après, si t'as pas les noms, en vrai, je suis assez surpris. Je pensais pas que j'aurais pas les noms, mais je sais qu'il y en a. Ouais, je savais pas qu'il y en avait 2, mais j'en avais au moins une en Belgique sur les pavés là aussi. Non, ça c'est les pavés, c'est Paris-Roubaix justement. Ouais. Ah ok. Et après, t'as le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, et le Tour de Lombardie. Donc t'en as 2 en Italie, 2 en Belgique et une en France. Ok. Je pense quand même Paris-Roubaix la plus épique de toutes, mais bon voilà. C'était un truc énorme, et Van Der Poel surtout qui s'impose comme un des meilleurs cyclistes de tous les temps sur les classiques comme ça, les courses d'un jour, puisqu'il en est déjà à son 7e monument. Ah. Bon, on peut noter aussi que le Tour de France partira d'Écosse cette année. Ouais, c'est vrai, pendant qu'on parle cyclisme, on peut... Voilà. Mais ouais, puis il va traverser pas mal de pays anglo-saxons et tout, donc voilà, comme chaque année. Et ma dernière propale, après je te le laisse, Michael Olysée pour sa performance d'hier, premier but et passe décisive en équipe de France, facteur X de la double confrontation, voilà. Je l'avais aussi. Écoute, on avait 2 en commun du coup. Ouais, 2 en commun. Je vais te donner les 3 autres noms que j'avais, mais du coup c'est sûr ils seront pas MVP parce que par rapport à tout ce qu'on a montré, il y a quand même des titres à la clé, et Olysée c'est pas un titre, mais
une qualif et un bon Puis baptême un en sacré équipe pas, un beau cap de passer en équipe de France. Mais du coup, j'avais Adjar, voilà, qui s'était rattrapé de la semaine dernière. Ocon, qui finit malgré tout, hein, ça compte les disqualifications des autres équipes, ils avaient qu'à mieux faire 5e. Et mon fils. Ocon et mon fils, j'y ai pensé aussi, je voulais les mettre, mais l'irréductible mon fils qui passe en 8e de finale d'un ATP 1000 à Miami. Presque 40 ans. Hein. Ouais. Donc voilà, et mon fils, en faisant des matchs de dingo à chaque fois, il a fait 3 matchs en 3-7 et les 2 derniers, il les gagne au tie-break du 3e set. Non, mais en plus là-bas, c'est superstar. fait de la résistance. Quoi. Non, mais superstar en plus. Le public était clairement pour lui. Tu vois il a toujours été adoré aux États-Unis. Ouais, il est apprécié sur le circuit. Il a ce côté showman, tout ça, qu'aux États-Unis, forcément, fait mouche. Ouais. Putain, c'est dur. C'est dur. Pas facile. Ah, c'est dur, je sais pas. Je t'avoue que moi j'étais bien parti sur. Je trouve ça dur de pas le donner à Olysée honnêtement pour les émotions qu'il nous a fait vivre aussi et il relance l'équipe de France. Van der Poel et Perrine Lafont j'aimais bien aussi. Je trouvais que ça faisait des beaux MVP. Mais voilà. Donc pour moi ça joue entre ces trois là. Moi je le donnerais à Olysée quand même. Certes c'est pas un titre de champion du monde. Comme Perrine Lafont et c'est pas une victoire sur une classique mais ils en ont déjà gagné, ils en regagneront. Il faut savoir récompenser les petits jeunes aussi quand ils font quelque chose de bien, tu vois. Et si Olysée il est pas là hier, peut-être qu'on gagne pas, peut-être qu'on n'a pas ces émotions là. Non, moi je le donnerai à Olysée. Allez, je te suis dans ce choix, Michael Olysée qui a marqué son premier but en équipe de France, qui a réalisé sa première passe décisive et du coup qui remporte son premier titre de MVP de la semaine du Poteau Sport Club, c'est pas rien. C'est pas rien et putain et quel but quoi. Quel coup franc. Coup franc magnifique, mais même tout je sais pas, je l'ai trouvé technique léché comme ça, toujours vouloir prendre le ballon, prendre ses responsabilités, tout ça. C'est facile à dire une fois que c'est passé, mais t'as peut-être eu le même sentiment, mais au moment avant de tirer. Je sais pas, il va le mettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, c'est un truc de ouf que tu dis ça. Je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, vas-y, c'est là qu'il le met. Là, c'est et je me suis dit exactement pareil. Bon, alors que ça fait 8 ans qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied, sur coup franc direct, quoi. Et 18 ans en compétition officielle. Il y avait pas Pogba à l'Euro ou un truc comme ça? Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, j'ai pas vérifié. Je sais plus. Mais c'était l'équipe qui l'a mis, donc. Source sûre. Source sûre. Et voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on va mater cette semaine? Pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. C'est le quotidien qui revient, la Ligue 1. Et voilà, ça va être un peu morne ce week-end, je crois. Ouais, pas de Grand Prix, pas de Ligue des Champions et tout. Là, on a eu un gros mois de mars qui redescend un peu. Ouais, pas de grosse carte UFC, pas de. Non. Ouais. Bon, après, je t'avoue, je vais quand même continuer à suivre le parcours de fou de mon fils à Miami. Là, je sais plus qui y joue, mais voilà, moi ça me hype bien. Au moins suivre les résultats. Et puis je vais prier pour le maintien de l'USAP et ce match crucial à Vannes le week-end prochain. Oui, d'accord, c'est charnière là. Ouais. Ah bah là, c'est le match de la peur. Là. Les 2 derniers du classement qui se jouent pour. Si on gagne, on fait un petit trou avec eux. Et s'ils gagnent, ils nous passent 2 points devant, je crois. Donc, aïe. Donc ça va être très tendu. Ok, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a tout dit là. Je pense que ce sera un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas possible. Plus mal. Et écoute, mon Johnny, je me suis régalé avec toi encore une fois, comme tous les lundis. N'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes audio maintenant pour ceux qui nous suivaient plus sur YouTube. De base, on n'hésite pas à en parler à ses potes qui kiffent le sport. Voilà, on partage le podcast et le bouche à oreille, ça nous aide de fou malade. Donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Il nous casse les couilles là. Il est marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien.